Pourquoi faut-il une candidature RIC à la présidentielle de 2022? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander s'il faut, oui ou non, voter à cette élection présidentielle. Une possibilité est de ne pas voter, donc s'abstenir ou voter blanc. Je fais une grande différence entre s'abstenir, qui revient à aller à la pêche, et voter blanc, qui est très clairement une protestation politique, même si elle est difficile à interpréter. Parce que certains ont peut-être voté blanc parce qu'ils trouvaient que tous les candidats étaient trop à gauche, alors que d'autres ont voté blanc parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop à droite. En tout cas, nul n'est en droit de s'attribuer les abstentionnistes et ceux qui votent blanc. On peut ne pas voter soit parce qu'on est contre le principe même de l'élection et qu'on ne veut pas donner par son vote une légitimation à l'élection, soit simplement parce que parmi les candidats en présence, il n'y en a pas que l'on juge satisfaisant. Le refus du principe même de l'élection me paraît relever d'une confusion. C'est clair que la France n'est pas une démocratie puisque les citoyens perdent tout pouvoir entre deux élections et c'est pour ça notamment qu'il faut introduire le référendum d'initiative citoyenne et peut-être aussi que l'élection pourrait en partie être remplacée par le tirage au sort. On pourrait imaginer par exemple qu'il y ait toujours l'Assemblée nationale élue, mais que le Sénat soit remplacé par une assemblée tirée au sort, jouant un rôle similaire à l'Assemblée nationale. Imaginez la France exactement telle qu'elle est actuellement, mais simplement sans l'élection. Eh bien, ce serait pire que maintenant. Et il ne faut pas perdre de vue que si la France n'est pas une démocratie, et malheureusement, il y a beaucoup de Français qui ne se rendent pas encore compte du fait que la France n'est pas une démocratie, mais c'est important que ceux qui se rendent compte de cela, qui se rendent compte du fait que la France n'est pas une démocratie, ne s'imaginent pas pour autant que la France, c'est la même chose que la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord et la France ne sont toutes les deux pas des démocraties, mais elles sont très très différentes, et la France est un bien meilleur système que la Corée du Nord, et c'est notamment dû à l'élection. Donc l'élection est quelque chose de positif dans le système français. Comment ceux qui sont contre l'élection veulent-ils changer les choses en France? Eh bien là, il y a souvent un non-dit, et ce non-dit, c'est l'insurrection. Et je suis très mal à l'aise pour parler de l'insurrection, car je sais que ceux qui ont des positions opposées aux miennes n'ont pas la liberté d'expression et que par conséquent, un débat honnête n'est pas possible sur le sujet. Mais quand même, ce point est trop important pour que je passe complètement sous silence et je vais donner juste un argument contre l'insurrection. Il y en a d'autres, mais un argument, c'est le fait que, en général, dans une insurrection, c'est une minorité qui prend le pouvoir et il résulte donc un système qui n'est pas démocratique. Donc l'insurrection paraît être une mauvaise façon d'instaurer la démocratie en France. Une insurrection risque non seulement de ne pas instaurer la démocratie, mais d'empirer considérablement la situation actuelle. Je suis donc vigoureusement contre une insurrection, mais avant de vous faire votre propre opinion, vous devez prendre en compte le fait que ceux qui ont un avis sur cette question opposé au mien ont une liberté d'expression limitée, ce qui empêche un débat loyal. Bref, pour ces raisons, j'élimine l'option contre l'élection. L'autre argument pour ne pas voter, c'est quand on se trouve dans une situation où finalement on ne trouve qu'aucun des candidats n'est satisfaisant. Et ça, dans ce cas-là, voter blanc est tout à fait compréhensible. Certes, on peut se dire que même si tous les candidats sont mauvais, ils ne sont pas nécessairement tous également mauvais, et qu'il peut y en avoir un qui est pire que les autres et un qui est moins pire que les autres. Et donc, décider de voter pour le moins pire, aussi mauvais soit-il. Mais c'est aussi légitime de se dire si les candidats sont trop mauvais, eh bien là, je vais simplement voter blanc.
Une telle situation risque de se produire au deuxième tour de la présidentielle, mais cette position de dire il n'y a pas de candidat satisfaisant me paraît par contre pas tenable au niveau du premier tour de la présidentielle. En effet, déjà là, il y a une candidature, celle de Espoir RIC, qui a pour unique objectif d'instaurer le RIC, qui me paraît tout à fait mérité d'être soutenu, en tout cas par les démocrates, et donc je ne vois pas qu'on soit en situation pour le premier tour, en tout cas à ce stade-là, de dire il n'y a pas de candidat valable. Peut-être qu'aucune candidature RIC n'obtiendra les parrainages pour être effectivement au premier tour, et dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y aura pas de candidat valable au premier tour, mais il me semble que en ce moment, pour les démocrates, c'est le moment de soutenir les candidatures, les recherches de parrainage pour une candidature RIC. Et ce n'est pas le moment de dire qu'il n'y a simplement pas encore de candidat satisfaisant. C'est pourquoi j'élimine pour l'instant l'option qu'il n'y a pas de candidat satisfaisant. Ayant éliminé les deux raisons de ne pas s'intéresser à l'élection présidentielle actuellement, je barre aussi la possibilité non. Ayant éliminé la branche non, nous allons maintenant explorer la branche oui. Si on s'intéresse à la présidentielle, il y a deux options, c'est soit de s'intéresser à un candidat existant, soutenir un candidat existant, soit soutenir un nouveau candidat RIC pour les démocrates intéressés au RIC. Il est légitime de se dire qu'au lieu de soutenir une nouvelle candidature, il vaut mieux soutenir un grand candidat qui a plus de chances de gagner l'élection présidentielle. Le problème, c'est que parmi les grands candidats, il n'y en a aucun qui s'engage de façon crédible sur un véritable RIC constitutionnel. Donc j'insiste ici sur tous les mots, un véritable RIC constitutionnel, pas simplement législatif, et pas simplement instaurer par exemple une assemblée constituante. On peut avoir l'impression qu'une assemblée constituante c'est beaucoup plus qu'un RIC constitutionnel parce que ça changerait d'un coup toute la constitution, mais en réalité c'est beaucoup moins parce que ça ne donne pas réellement le pouvoir aux citoyens, mais simplement à une assemblée constituante. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est le RIC constituant qui permet à des citoyens, s'ils réunissent le nombre requis de signatures, de soumettre leur projet de modification de la Constitution sur un sujet donné, de soumettre leur projet en votation populaire et ensuite le peuple décide. Sujet par sujet et pas juste refuser ou accepter le remplacement en bloc de l'ancienne Constitution par la nouvelle. Il n'y a donc pas d'engagement sur un véritable RIC constitutionnel. Et puis encore faudrait-il que cet engagement soit crédible, parce que c'est clair que si c'est une promesse au milieu de 36 autres promesses, on sait que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui y croient. Comme il n'y a pas de grands candidats qui s'engagent de façon crédible sur un véritable RIC constitutionnel, j'élimine l'option candidat existant. Je crois que tous les démocrates devraient converger sur l'idée qu'il faut, pour la présidentielle 2022, une candidature RIC et éliminer les options de simplement ne pas voter, de boycotter les élections, en tout cas pour le premier tour, et en tout cas à ce stade du premier tour, il s'agit de se battre pour qu'il y ait une candidature RIC qui réunissent les 500 parrainages pour vraiment faire partie du premier tour. Et aussi rejeter, pour l'instant, à ce stade, l'option de soutenir un grand candidat qui ne soutient pas de façon crédible un véritable RIC constituant. Alors bien sûr, je peux me tromper, et si vous pensez qu'il y a une erreur dans
mon raisonnement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez vous-même une chaîne YouTube, vous pouvez faire aussi une vidéo où vous montrez une éventuelle erreur de raisonnement de ma part et vous pouvez mettre le lien de votre vidéo en commentaire. Je suis aussi ouvert au débat. Mais comme je vois les choses, une candidature RIC s'impose. Et la véritable question, c'est celle des modalités de cette candidature RIC. Il est bien clair qu'il faut, pour avoir un véritable RIC, il faut le RIC constituant, parce que la Constitution, c'est simplement le sommet de l'édifice législatif d'un pays. Il faut que des citoyens puissent initier une réforme de la Constitution et que toute réforme de la Constitution passe nécessairement par un référendum populaire. La question, c'est est-ce qu'il faut, dans un premier temps, instaurer uniquement le RIC constituant ou bien plusieurs RIC, voire tous les RIC en même temps. Je soutiens l'idée qu'il faut, dans un premier temps, introduire uniquement le RIC constituant parce qu'avec lui, on peut obtenir les autres RIC. On peut utiliser le RIC constituant pour instaurer tous les autres RIC que le peuple voudra. C'est donc la clé qui ouvre la porte de la démocratie qui permettra aux citoyens de devenir maîtres de leur destin collectif. Le RIC constituant permettra aussi aux citoyens de réaliser les réformes concrètes qui répondent à leurs attentes. Obtenir ce RIC constitutionnel, qui est la clé de la démocratie, constitue déjà un énorme challenge. Et il n'est pas raisonnable d'alourdir encore le sac pour ce long voyage, de l'alourdir en y mettant des débats sur des sujets qui peuvent être controversés comme le RIC révocatoire ou même sur d'autres RIC qui sont moins controversés mais dont les modalités peuvent faire l'objet de nombreuses discussions. Il vaut mieux se concentrer dans un premier temps sur ce RIC constituant qui ouvre la porte de la démocratie. La meilleure façon d'introduire le RIC constituant, c'est de modifier l'article 89 qui est consacré à la révision de la Constitution et simplement d'y inscrire que les citoyens peuvent lancer une initiative pour modifier la Constitution et que toute modification de la Constitution doit passer par un référendum. Alors comment changer cet article 89 de la Constitution pour instaurer le RIC constituant? La possibilité de le faire par le Parlement, on peut l'oublier parce que ça prendrait énormément de temps puisqu'il faudrait avoir une majorité démocrate au Parlement. Par contre, avec l'élection présidentielle, si on parvient à avoir un démocrate à la présidence, alors il pourrait utiliser l'article 11 de la Constitution qui permet un référendum d'initiative présidentielle pour soumettre en votation populaire une modification de l'article 89 qui justement introduit le RIC constituant. Je souligne qu'il est crucial de passer par l'article 11 parce que sinon, il faut passer par le Parlement, il faut que le projet soit accepté dans des termes identiques par les deux assemblées et ça rejette au calende grec l'instauration du RIC constituant. C'est vrai que l'utilisation de l'article 11 pour faire un référendum d'initiative présidentielle pour modifier la Constitution, il est vrai que ceci est une procédure contestée. Mais c'est la procédure qui a été utilisée par le président de Gaulle pour instaurer précisément cette élection du président de la République au suffrage universel. Ça a été instauré parce que ça a été accepté par le peuple lors d'un référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Cette procédure a aussi été acceptée par la gauche, en particulier par le président Mitterrand. Le président Mitterrand qui disait l'usage, il parlait de l'article 11, l'usage établi et approuvé par le peuple
peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, donc de la révision de la Constitution, concurremment avec l'article 89. Alors il est clair que le Conseil constitutionnel va être très tenté d'interdire ce référendum d'initiative présidentielle qui soumettrait en votation populaire cette modification de l'article 89 pour instaurer le RIC constituant. Et c'est pour ça qu'il est très important que la présidente ait une énorme légitimité face au Conseil constitutionnel. Et la meilleure façon de faire ça, c'est qu'elle ne s'engage que sur ce RIC constituant, que ce soit l'unique point de son programme. On verrait alors mal le Conseil constitutionnel tenter d'empêcher la candidate fraîchement élue de tenir son unique promesse. D'autant plus que le Conseil constitutionnel prendrait un énorme risque de se voir désavoué par le peuple si la candidate bravait l'interdiction du Conseil constitutionnel et organisait malgré tout le référendum. Cette nécessité d'une forte légitimité face au Conseil constitutionnel est la raison principale pour laquelle il faut que la candidate s'engage sur le RIC et rien que sur le RIC. Ceci signifie ne pas avoir de programme de gouvernement. Et il y a deux autres raisons stratégiques de procéder ainsi. Premièrement, il faut savoir que les démocrates sont divisés. Il y a des démocrates de gauche et il y a des démocrates de droite. Et en ayant un programme qui se base uniquement sur le RIC constituant, on évite de repousser certains démocrates qui ne seraient pas d'accord avec le programme gouvernemental. Donc on évite le programme de gouvernement qui diviserait les démocrates et on se centre sur le RIC constituant qui unit les démocrates. Un autre point, c'est que si la candidate n'a pas de programme de gouvernement, eh bien évidemment, elle ne pourra pas gouverner. Ça serait tout à fait légitime qu'elle se mette à gouverner alors qu'en tant que candidate, elle n'a pas montré la couleur. Et le fait que la présidente ne gouvernerait pas, ceci est de nature à attirer les abstentionnistes ou ceux qui votent blanc et qui n'aiment pas les assoiffés de pouvoir. Là, c'est très clairement une candidate qui n'est pas assoiffée de pouvoir puisqu'elle ne vise pas à gouverner. Son unique point au programme est d'instaurer le RIC et ensuite elle ne gouvernera pas. Le fait que la présidente ne gouvernera pas, eh bien, ça pose la question, qu'est-ce qu'elle fera ? Là, il y a deux options. Une option, c'est qu'après avoir instauré le RIC, avant les législatives, ça peut se passer très rapidement, donc avant même les législatives, eh bien, après avoir soumis le RIC en votation populaire, elle démissionnera. C'est la voie de la démission. Elle démissionnera après avoir accompli quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement révolutionnaire, après avoir fait de la France une véritable démocratie. L'autre option est que la présidente ne démissionne pas, mais elle ne gouverne pas, et c'est le Premier ministre qui gouvernera. Et ça, c'est finalement assez conforme à la Constitution, qui donne finalement très peu de pouvoir en propre au président, et qui dit que c'est le gouvernement mené par le Premier ministre qui est censé gouverner. La présidente pourrait alors jouer pleinement son rôle de garante des institutions, au-dessus des partis, un rôle particulièrement important pour recréer du lien après la période clivante de Macron. À titre personnel, je préfère l'option de la démission après avoir soumis en votation populaire le RIC constituant. Mais je peux aussi vivre avec l'option où la présidente ne gouverne pas et où c'est le Premier ministre qui gouverne. Parce que si la candidate a, dans ce cas aussi, un unique point à son programme qui est l'instauration du RIC constituant, avant les législatives, par un article 89 sur lequel elle s'engagerait à la virgule près, je crois que là, il y a déjà une très grande légitimité
face au Conseil constitutionnel pour utiliser l'article 11. Et puis, il y a aussi déjà une très grande crédibilité envers le peuple, puisque ce n'est pas une promesse parmi beaucoup d'autres. Ça serait l'unique promesse, et vraiment là, il n'y aurait pas de pardon si elle ne tenait pas son unique promesse. Alors, que peut-on attendre d'une telle candidature RIC? Eh bien, d'abord, c'est utiliser le projecteur de la présidentielle pour faire connaître le RIC. C'est une occasion à ne pas rater de faire connaître le RIC. Chaque citoyen qui est convaincu par le RIC, chaque maire qui donnerait son parrainage, chaque débat sur le sujet nous ferait avancer vers la démocratie. Si on parvient à réunir les 500 signatures pour faire véritablement partie du premier tour, alors là, les possibilités de faire connaître le RIC, de faire connaître les avantages du RIC sont encore plus importants. Et il y a aussi l'aspect, même si les sondages donnaient un score faible, il se peut que ce score, même faible, soit quand même significatif par rapport à l'écart qu'il y a entre les scores des principaux candidats qui sont en compétition pour entrer dans le deuxième tour. Et il se pourrait que des candidats soient incités à s'engager pour un RIC constituant afin d'attirer les électeurs démocrates pour accéder au deuxième tour. Donc, réunir les 500 parrainages, être présent au premier tour, en profiter pour plaider pour le RIC et éventuellement influencer les programmes des principaux candidats, ce serait déjà en soi un très grand succès. Si par miracle, la candidate RIC accédait au deuxième tour, évidemment, ce serait encore plus fort puisque tout le débat du deuxième tour serait sur ce qui différencie les deux candidats et la candidature RIC n'ayant à son programme que le RIC, tout le débat du deuxième tour porterait sur le RIC. Et dans la situation encore plus miraculeuse où la candidate gagnerait l'élection présidentielle, eh bien, elle serait là en position de instaurer le RIC constituant. Mais cette candidature en vaut la peine, même sans atteindre un tel niveau de succès, parce que dans tous les cas, eh bien, on aura fait connaître le RIC et puis on aura exploré davantage cette voie présidentielle pour instaurer le RIC. Ce n'est pas l'unique voie, mais c'est une voie très intéressante. Et si elle ne réussit pas ce coup-ci, on aura préparé la voie pour une autre occasion. Encore une fois, on peut et on devrait débattre des modalités de la candidature RIC, mais je pense que tous les démocrates devraient s'unir sur l'idée qu'il faut une candidature RIC à la présidentielle. Si vous avez des commentaires, des compléments ou des objections, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la diffuser. Et je vous donne maintenant un lien sur une vidéo où je parle davantage de la candidature Espoir RIC. C'est peut-être pas la seule candidature RIC qu'on puisse imaginer, mais c'est une candidature extrêmement intéressante que je soutiens.